Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc ce soir sur notre session des vendredis du Rotary. Je vais donc... J'ai perdu mon contrôle. Voilà. Donc pour les nouveaux, parce que je vois qu'il y en a certains parmi nous, un petit rappel sur les VDR. Donc les vendredis du Rotary, c'est donc une initiative qui a débuté donc il y a maintenant 1 an et demi, presque 2. C'est entre la commission communication et la commission formation. Et l'idée, c'était de vous accompagner toute l'année sur des sujets très variés, généralement des formations assez courtes, des partages d'expériences, des trucs et astuces. Et on inclut toujours une partie questions-réponses. Le format de la saison 2 de cette année, c'est 2 thèmes, l'environnement et l'effectif, plus ou moins en alternance. On a une cadence à peu près de toutes les 2 semaines pour une durée environ de 30 minutes. Donc, on publie les prochains VDR sur l'agenda en ligne sur le site du district. N'hésitez pas à aller le consulter. On enregistre la session de manière à pouvoir diffuser cette session sur notre chaîne YouTube, ce qui nous permet, pour ceux qui ne sont pas là en direct, de revoir cette vidéo à leur convenance. Une petite attention, le fait que cette chaîne soit publique, au moment de la partie questions-réponses, si vous ne souhaitez pas apparaître au niveau de la vidéo, n'oubliez pas simplement de couper votre caméra. Donc ce soir, nous sommes sur l'épisode numéro 7 et donc j'ai le plaisir d'avoir avec nous Étienne Lévesque, qui est membre de la commission de l'environnement au niveau du district. On a donc un sujet sur le développement durable, un monde vivable. Et en fait, c'est le 2e épisode sur 3, puisque nous avons décidé en fait de raconter finalement ces 3 points d'intersection dans le développement durable qui doivent intégrer les dimensions de l'écologie, de l'économie et du social. Et donc, pour tenter de définir ce développement durable, on va essayer de marier harmonieusement ce soir l'écologique et le social qui nous permettrait de bâtir un monde vivable. Juste pour rappel, le 3e épisode donc, dans cette série du développement durable, ce sera le 4 février et ce sera sur un monde équitable. Donc, je vais passer la main maintenant à Étienne, notre intervenant, pour qu'il puisse partager son écran. Voilà, Étienne, si tu veux, je te réouvre ton micro et tu devrais avoir la main. Il va falloir que tu réouvres ton micro, Étienne. Voilà. OK. Donc, comme disait Muriel, dans le cas de développement durable, la fois précédente, on a vu un monde viable, et là, nous allons parler d'un monde vivable, c'est-à-dire l'intersection entre l'écologique et le social. Alors, un tout petit rappel sur ce qu'est le développement durable. Ah, pourquoi? Ça n'enclenche pas. Voilà. Pardon, un coup de trop. Donc, une référence à un rapport de l'ONU qui date de 1987. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures de répondre aux leurs. Et donc, je l'avais aussi formulé sous une autre manière, à travers
ces trois cercles. Hein. Donc, après viable, on va voir vivable aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un monde vivable? Eh bien, je pense que ça peut se résumer à un monde dans lequel on sauvegarderait la biodiversité, parce que la biodiversité répond à la fois aux critères écologiques, mais tout simplement aux critères des besoins de survie de l'humanité. Il y a un discours qui est resté emblématique, qui a été fait par un chef indien dans les années 1850 ou comme ça, qui répondait au président des États-Unis qui proposait un échange d'une partie des réserves indiennes contre autre chose, je ne sais pas quoi. Et il a fait un discours qui a peut-être été un peu transformé, mais qui rappelle des choses fondamentales. Et dans une des phrases importantes, il nous dit « Quand l'homme blanc crache sur sa terre, il se crache sur lui-même. » Et quand on détruit la biodiversité, eh bien, on détruit nos conditions de vie. Et alors, la biodiversité repose sur trois choses. La première, celle qu'on a à l'esprit habituellement, c'est la biodiversité des espèces. Et la petite image que vous avez à côté illustre ça. Mais ce n'est pas que la biodiversité des espèces, c'est aussi la biodiversité des écosystèmes. Donc là, vous avez quelques écosystèmes qui sont résumés, mais en fait, les écosystèmes sont extrêmement variés, puisqu'ils dépendent des conditions climatiques, géologiques, de l'altitude, de l'ensoleillement, de la végétation en place, etc., etc. Et à chaque fois qu'on détruit un écosystème, en même temps, on détruit des espèces. Et c'est aussi la biodiversité des gènes. Et ça, c'est moins connu, mais c'est fondamental. Et aujourd'hui, si on prend les vertébrés terrestres, c'est-à-dire les mammifères et les oiseaux, eh bien, on a 3% de la masse des vertébrés qui sont des vertébrés sauvages. La vie sauvage sur la Terre est résumée en masse à 3% de la totalité de la vie des vertébrés. Le reste, c'est nous, les humains, pour 30%, et les animaux d'élevage pour 67%. Et dans les animaux d'élevage, vous avez essentiellement des poulets et des porcs. Or, les poulets et les porcs ont été sélectionnés de manière très, très poussée depuis des années pour obtenir des animaux qui ont une vitesse de croissance rapide, mais en même temps homogène. C'est les animaux que vous voyez là vont tous partir le même jour. Donc, s'ils ne font pas le même poids dans la chaîne d'abattage, ça va poser des problèmes. Et c'est la même chose pour les porcs. Aujourd'hui, en France, vous avez des landraces et des large white, et en dehors de ça, ça doit représenter 10 ou 20% des porcs, de la totalité. Donc, on a, de manière volontaire, sans penser aux conséquences, réduit très, très fortement la biodiversité des gènes. Alors, dans les origines de la perte de la biodiversité, on va en passer 5 en revue. La première, alors ça, c'est issu d'un rapport de l'IPBES. L'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc, dans ce rapport, on nous dit que la première cause de perte de biodiversité, c'est la destruction de l'habitat. Les villes s'agrandissent, on détruit des forêts pour planter du soja, on détruit des mangroves pour mettre des chaînes hôtelières au bord de la mer avec des belles plages, on détruit les haies pour agrandir les parcelles, les coraux sont détruits, on verra tout à l'heure, pas directement par les humains, mais indirectement. Les zones humides, eh bien, un agriculteur qui a des zones humides, il est souvent tenté de drainer pour cultiver, il va mettre des céréales, du maïs, mais les céréales ou le maïs, en termes de biodiversité, c'est beaucoup plus pauvre que tout ce qu'il peut y avoir dans une mare, etc., etc. Et vous avez là une photo d'une forêt en cours de déforestation. On peut penser qu'on a coupé tous les arbres, là, on va vraiment retirer le sol
de surface pour le mettre de côté. Et puis, c'est peut-être une mine à ciel ouvert qu'on est en train de démarrer. Hein. Et le jour où la mine sera complètement exploitée, on remettra peut-être le sol qui a été décapé. Mais en général, dans ces cas-là, très souvent, on a une roche qui est beaucoup trop, par exemple, trop riche en oxyde ferrique ou ferreux ou en concentré de nickel ou autres métaux. Et le redémarrage de l'activité biologique derrière peut être assez difficile. Autre origine de perte de la biodiversité, la surexploitation des ressources. Hein. Alors, c'est la surpêche, ça peut être la surchasse. Hein. Alors là, vous avez une photo qui attendrit, qui fait pleurer dans les chaumières. Hein. C'est les bébés phoques. Hein. Mais la surchasse, ça touche toute espèce d'animaux. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'hier. Hein. Les gens qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité nous disent qu'au fur et à mesure que l'homme a conquis la planète, eh bien, les animaux, les grands mammifères étaient détruits, les plus grands mammifères étaient détruits par les humains. Entre autres parce que les animaux ignoraient ce qu'étaient les hommes, et les hommes pouvaient les approcher et les tuer assez facilement. Troisième cause de changement climatique, c'est la modification des écosystèmes. Hein. Et là, vous avez des coraux. Les coraux, ça doit représenter 3% de la surface des océans, mais c'est de l'ordre de 30% de la biodiversité. Or, les coraux sont détruits dans des très, très grandes proportions à cause du réchauffement des océans et de l'augmentation de l'acidification. Le CO2, en se dissolvant dans l'eau des océans, eh bien, acidifie cette eau et ça devient un milieu qui n'est plus adapté aux coraux. Alors, il y a des recherches pour trouver des coraux qui supportent ces nouvelles conditions de vie, mais s'il faut aller replanter des coraux dans tous les océans, là où il y en a, c'est un peu compliqué. Ce serait plus simple d'avoir un comportement plus écologique. Enfin, on pourrait le penser, en tout cas. Une autre origine de perte de la biodiversité, c'est tout simplement la pollution. Alors, c'est mis en position 4 par l'IPBES. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas la pollution qui va être la plus difficile à supprimer parce qu'elle existe. Hein, on a des plastiques, on a des métaux lourds, et avant que les plastiques disparaissent de la surface de la Terre et des océans, eh bien, ça va mettre très, très longtemps. Hein. Et j'ai lu récemment un livre d'un monsieur qui est très sérieux, hein, s'appelle « L'origine du monde » de Marc-André Sellos. Hein, il s'interroge sur les sols. Hein, il nous fait, c'est un type très pointu. Et une des choses que j'ai appris dans ce livre, c'est qu'à travers ce que l'on consomme par semaine, on ingérerait à peu près pour 5 grammes de microplastiques. Hein, et alimentation bio ou pas, parce que c'est des microplastiques qui se déplacent dans l'eau, dans les airs, hein, et les microplastiques sont des perturbateurs endocriniens. Et cinquième cause de perte de biodiversité, c'est des espèces exotiques envahissantes. Alors là, vous avez une écrevisse qui vient des États-Unis, hein, et qui est extrêmement vorace, qui a détruit toutes les écrevisses présentes dans nos ruisseaux et qui consomme les végétaux. Hein, et on n'a pas je sais pas, les hérons cendrés ou autres oiseaux qui se nourrissent de ce type d'animaux n'arrivent pas à les consommer. Hein. Il n'y a pas de prédateur suffisamment efficace pour limiter l'envahissement des écrevisses. Un autre exemple, c'est les rats musqués, hein, qui en Vendée, il y a un micro qui n'est pas coupé là, qui en Vendée cause pas mal de problèmes et d'une manière générale, ça détruit les berges des marais. Et puis, quelque chose que dans l'actualité nous a parlé pas mal, le frelon asiatique. Mais c'est pas les espèces exotiques envahissantes, ce n'est pas uniquement des animaux,
Il y a quelques années, j'ai été en vacances au Cap-Vert et il y a une des îles qui est envahie par des arbres qui ont été importés, hein, parce qu'il fallait... ça avait été largement déforesté et il y a eu des gens qui se sont dit il faut replanter les arbres. Et alors là, les arbres là se multiplient beaucoup plus que de souhaité et il n'y a plus que ça. Bon, et donc, c'est important d'essayer de limiter cette biodiversité, même de les arrêter cette régression, parce que les services rendus par la biodiversité sont absolument fondamentaux. On n'en a pas conscience, parce que ça se fait tout seul, sans qu'on intervienne, hein, mais si tout d'un coup ça s'arrêtait, il n'y aurait plus de vie possible pour nous. Et la plus ancienne, la plus fondamentale, eh bien, c'est la photosynthèse. Hein. Et dans le cadre de la photosynthèse, ça nous amène de l'oxygène. Si on remonte très très loin dans l'histoire de la planète, le taux de CO2, hein, au début du développement de la vie sur Terre, et non pas dans les océans, hein, pendant plus de 3 milliards d'années, la vie ne se développait que dans les océans. Et tout d'un coup, progressivement, ça s'est développé sur Terre. Et si on part de cette date-là, on a divisé le taux, je crois, de CO2 dans l'atmosphère par 300 ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, la végétation absorbe du CO2 et produit de l'oxygène. Hein. Alors, la plante prend du CO2 dans l'air, de l'eau dans le sol, et ça nous donne d'un côté de l'oxygène pour nos petits poumons, et de l'autre côté du glucose, qui est le début de la chaîne carbonée qui va produire de l'amidon, qui va produire toute la végétation, et finalement, toute source d'énergie et d'alimentation pour nous. Oui, enfin une grosse partie des sources d'énergie, parce que le pétrole, le charbon, ça n'est jamais que de la biomasse qui a été stockée pendant des centaines de milliers d'années dans le sol. Deuxième service rendu par la biodiversité, un service évident, hein, c'est notre alimentation. Un autre auquel on pense un peu moins, mais qui est fondamental, c'est les matières premières, le bois. Hein. Là, vous avez une autre matière première moins classique dans son utilisation, c'est un cadre de vélo qui est en bambou. Hein. Mais bien au-delà de ça, pour ceux qui ont vu la conférence précédente, on est en train de découvrir que, outre la laine, le lin, le coton, etc., il y a une infinité de matériaux qui pourraient provenir de la nature. Hein. Je vous avais parlé la dernière fois d'une entreprise qui est basée près de Brest et qui va chercher dans la mer des micro-organismes susceptibles de produire des molécules intéressantes pour l'industrie. Dans le bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, Marc-André Sellos décrit ce que la science aujourd'hui permet de faire en termes d'analyse. Hein, on prend une goutte d'eau de mer ou d'un étang, ou on prend quelques grammes de sol, hein, de terre dans votre jardin, et puis avec des analyses, on est capable, à travers les gènes qu'on identifie, hein, d'identifier tous les organismes qui existent dans cette goutte d'eau ou dans ces grammes de terre. Et ça nous a permis de découvrir que l'essentiel de la vie microbienne était inconnu. 99% des micro-organismes qu'on trouve comme ça dans le sol, on ne les connaissait pas avant d'avoir ces techniques-là. Donc là aussi, c'est des micro-organismes qui produisent des molécules, et en cherchant, on trouvera des molécules qui seront intéressantes pour nous et qui pourront nous servir. Donc, une infinité de matières premières possibles. La pollinisation, hein, alors il y a les abeilles, mais pas que. La fertilisation des sols. Alors, les sols, qu'est-ce que c'est qu'un sol? Un sol, c'est le point de rencontre entre la roche, parce que les gens qui s'appellent, les podologues, enfin, les gens qui s'intéressent au sol, hein, parlent de roche-mère. Hein. Un sol, c'est le point de rencontre entre la roche-mère et l'atmosphère. Si vous regardez
si vous avez des pierres calcaires chez vous, hein, une maison en calcaire ou un mur, vous pouvez voir des parties un peu grisées, hein, et qui s'identifient et en comparant notamment avec une partie de la roche récemment détériorée. Hein. C'est un peu grisé. Et en fait, c'est un biofilm qui est constitué de micro-organismes qui sont des microbes, qui sont des algues microscopiques unicellulaires, hein, et qui forment un film qui va, si c'est une partie verticale, il va rester comme ça pendant indéfiniment. Si c'est une partie horizontale, ben, un jour, vous allez avoir un peu de mousse qui va venir s'agréger à ça. Et puis, sur la mousse, ben, vous allez avoir une graine qui va pousser, et c'est le point de départ d'un sol. Mais il faut avoir en tête que pour avoir un sol de qualité, c'est-à-dire qui permet de cultiver pour faire son jardin ou pour semer des céréales ou tout ce que vous voulez, la durée de création d'un sol, c'est entre 1 siècle et 1 millénaire selon le climat, la roche-mère, l'acidité, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à respecter, alors qu'à l'échelle de la planète, c'est une couche, mais infime, hein, et qu'on détruit tous les jours un petit peu par les pesticides, par les engrais, parce que le sol, c'est d'une très grande complexité. C'est la collaboration entre les plantes, les champignons, hein, qui ne sont pas des plantes, c'est ni le règne animal, ni le règne végétal, les champignons, et un tas de micro-organismes. Et il y a une symbiose très forte entre les plantes et les champignons servant de prolongement des plantes pour aller chercher de l'eau beaucoup plus loin et des micro-organismes, des éléments minéraux. Et les champignons, on s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps que les champignons arrivent à rentrer dans les racines, amènent l'eau, amènent les éléments minéraux et en échange reçoivent un peu de glucose parce que le champignon n'est pas capable de produire ça. Et un sol riche, c'est un sol qui a beaucoup de champignons et beaucoup de vers de terre. Plus vous mettez de pesticides et d'engrais, plus la densité de ces vers de terre et de ces champignons diminue. Hein, en parenthèse, les champignons, ce n'est pas uniquement ce que vous voyez en forêt. Hein, on a la partie fondamentale dans le sol du champignon, c'est ce qu'on appelle le mycélium, cette espèce de ces tiges souterraines. Autre service rendu par la biodiversité, c'est l'épuration des eaux. Alors là, on pourrait être en Vendée, hein, un marais, et ce que je disais tout à l'heure, une grosse partie des marais, enfin les marais étaient en Vendée entièrement en prairie, hein, et progressivement, il y a une proportion importante du marais qui est cultivé. Il n'y a plus d'effet filtration des eaux, on perd en biodiversité, on gagne, on progresse en pollution, c'est ce qui explique que les mytiliculteurs et les ostréiculteurs sont souvent interdits de prélever leur production parce que les moules ou les huîtres sont malades, etc. Et puis là, vous avez un exemple d'une piscine avec une filtration naturelle, hein, ça passe par des roseaux. Je me suis baigné une fois dans une piscine de ce type, c'est extrêmement agréable. Et j'ai lu un jour quelqu'un qui disait, mais comment peut-on se baigner dans un milieu où un poisson ne survivrait pas? Et en effet, mettez des poissons dans une autre piscine, il ne va pas vivre. Hein. Et donc, ça, c'est des techniques beaucoup, beaucoup plus agréables. Prévention des inondations. En supprimant les haies, surtout toutes les haies qui sont en gros, qui suivent à peu près les courbes de niveau, eh bien, l'eau va courir beaucoup plus vite en surface, hein, alors que tant qu'il y a une haie, au moment du passage de la haie, l'eau va être arrêtée. En plus, une haie, c'est des arbres, hein, qui sont agités par le vent. Le mouvement du vent sur les arbres, ça crée des mouvements des racines imperceptibles, mais qui rendent la pénétration le long des racines beaucoup plus facile. Et autre intérêt de la biodiversité, la nature des sols d'une prairie, par exemple, est telle que l'eau pénètre beaucoup plus facilement que si c'est une parcelle qui est cultivée en maïs,
qui est en plus, par exemple, nu tout l'hiver. Il y a ce qu'on appelle une battance sur le sol, c'est-à-dire vous pouvez avoir un sol qui est complètement massif, hein, par rapport au sol d'une prairie où il y a de la végétation et puis le sol est grumeleux. Et une pluie sur ce sol battant, dès qu'il y a un tout petit peu de pente, eh bien, l'eau va rester en surface et courir. Et ça donne ce que vous avez sous les yeux. La prévention des autres services rendus par la biodiversité, c'est la prévention des maladies. Parce qu'à partir du moment où vous avez une grande biodiversité, vous avez toutes les chances pour qu'un prédateur trouve son propre prédateur. Alors c'est vrai au niveau des bactéries, des virus, des insectes, hein, ou des animaux beaucoup plus importants. Hein. Si on réduit la biodiversité, on réduit le prédateur et il n'y a plus cette régulation naturelle. C'est ce qui fait, par exemple, que dans les élevages intensifs, comme les poulets qu'on a vu tout à l'heure, on a très souvent tendance à traiter a priori aux antibiotiques des lots d'animaux qui arrivent. Hein, puisque si ça commence s'il y a une bête qui commence à se mettre dans la bande de poulets, ça va aller très vite. Et c'est la même chose chez les porcs. Hein, il y a la surconsommation d'antibiotiques qui est plus liée à la médecine vétérinaire qu'à la médecine humaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas non plus aussi être économe de ce type de produits. Voilà, donc en face de ça, on doit repenser notre agriculture, notre chimie, notre industrie en général, nos modes de pêche, de déplacement, nos villes, nos mix énergétiques, en partant du principe que l'être humain fait partie de la nature. Il y avait, dans un article qui est paru cette semaine, encore un appel d'un grand nombre de scientifiques disant aux politiques, mais prenez en compte ce qu'on vous raconte, on ne peut pas continuer dans le même monde. Hein. L'être humain fait partie de la nature, or, ce que je dis tout à l'heure, quand il la détruit, il se détruit lui-même, et ça c'est ancien comme positionnement. Si on revient très longtemps en arrière, au moment du développement de l'agriculture, quelqu'un qui avait semé quelque chose dans une clairière parce qu'il y avait une destruction du bois par le feu, volontairement ou pas, eh bien, quand ce qu'il a semé ou planté commence à se développer, ben, s'il y a des chevreuils qui viennent manger son blé en herbe ou s'il y a des sangliers qui viennent manger toutes les légumes racines qu'il peut y avoir dans le sous-sol, dans le sol, il va forcément les voir comme des ennemis. Hein. Et donc, progressivement, l'agriculteur a vu la nature environnante comme un ennemi. Et un des textes de l'époque, c'est quand même la Bible. Hein. La Bible s'est écrite en partie à cette période-là. Et dans la Bible, on peut lire Dieu enjoint aux hommes de conquérir la terre, de la dominer. Hein. Et quelque part, on est resté sur cette philosophie-là. Et cette philosophie, enfin, c'est mortifère comme philosophie. Construire un monde vivable implique de changer de logique. Hein. C'est ce que je développais comme idée la fois précédente. Hein. Il faut carrément mettre en place des mutations. Et là, un exemple de mutation, c'est passer de l'agriculture à base d'intrants chimiques, engrais et pesticides, à une agriculture biologique ou ce qu'on appelle en agroforesterie, c'est-à-dire c'est l'agriculture biologique plus l'utilisation des arbres, puisque les arbres vont chercher les éléments minéraux en profondeur. Hein, et on a vu que les racines, et à travers les racines et à travers les champignons, ils pouvaient aller les chercher très loin. Hein. Les éléments minéraux passent dans les feuilles tombent et se répartissent tout ça naturellement. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vous décris, mais c'est cette logique-là. Et il y a une partie non négligeable de l'agriculture qui fonctionne comme ça, et on aurait les moyens de fonctionner uniquement comme ça. Donc, il est nécessaire de regarder ce que nous propose la nature, s'appuyer sur les solutions biosourcées qui sont peu énergivores, hein, faire pousser des champignons, hein, ou permettre à des bactéries de se développer,
c'est la température ambiante qui permet de faire ça. Il n'y a pas besoin de chauffer. Hein. Et ça pollue peu ou pas du tout même. Hein. Ça pourrait polluer si on faisait des très très grosses unités de production et il y a des déjections locales qui déséquilibrent la faune ou la flore ambiante. Mais si on cherche quelque chose d'équilibré, il n'y a pas de pollution. Excusez-moi. Alors, ce changement-là est fondamental. Hein, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en quelques mois. C'est quelque chose qui va changer la manière de travailler, de penser notre monde, notre mode de vie. Hein, et de mon point de vue, c'est aussi important que ce qu'on a appelé la révolution néolithique. Hein, la révolution néolithique, c'est... Alors j'ai mis entre guillemets parce que ça ne s'est pas passé d'un seul coup. Hein. On s'aperçoit aujourd'hui que en Mésopotamie, c'est là que ça s'est passé initialement. Ça a commencé initialement. Il a fallu à peu près 3000 ans pour passer du stade chasseur-cueilleur, hein, c'est-à-dire l'être humain est un prédateur, il prélève des aliments, il se nourrit avec, hein, au stade agriculteur ou éleveur, où l'être humain produit ce qui lui permet de vivre. Hein. Mais passer d'un système basé sur tout ce qui est une exploitation minière de la nature à une exploitation des solutions biosourcées, c'est quelque chose qui est complexe et long. Hein. Et de mon point de vue, alors ça, c'est des choses que vous trouverez difficilement dans la littérature, parce que je caractériserais, moi, l'époque qu'on vit, on se rend compte qu'au niveau climatique, si on continue comme ça, on va à la catastrophe et on commence à avoir mis en place des solutions qui nous font apparaître un monde possible. Mais c'est beaucoup basé sur la technologie. Au niveau biodiversité, c'est encore plus compliqué que le climat. Les solutions sont plus diverses et je crois que la communication entre les scientifiques et les politiques est plus compliquée, hein, entre autres parce que nos dirigeants ont à peu près tous, à de très rares exceptions près, et j'en ai pas en tête d'ailleurs, arrêté de faire de la biologie en terminale. Hein, quand vous suivez une formation d'ingénieur, vous ne faites pas de biologie, vous faites des maths, de la physique, de la chimie. Hein. Quand vous faites une école de commerce, vous faites des maths, de l'économie, un peu de sociologie, mais pas de biologie. Hein. Or, pour comprendre les enjeux de la planète aujourd'hui et avoir une appréciation des solutions possibles, une réflexion globale, il faut avoir une culture biologique qui ne peut pas s'acquérir en un claquement de doigts. Hein. Et donc, que ce soit les élus, hein, nos hommes politiques, nos grands serviteurs de la République, nos patrons du CAC 40, ils ont notoirement une incompétence en biologie. Et le drame, c'est que c'est très rare d'avoir des biologistes qui ont des compétences en économie ou en géopolitique ou des choses comme ça. Hein. Et donc, la communication n'est pas tout à fait simple dans ce domaine. Mais je pense qu'il y a un changement de civilisation qui est en train de débuter et que si on ne vit pas ce changement de civilisation, ça peut être la disparition de l'humanité. Et je définirais ce changement de civilisation par le passage d'une civilisation de stock à une civilisation de flux. Ce que j'appelle une civilisation de stock, on a besoin d'énergie, on va chercher du charbon. Hein. Avant, on allait chercher du bois, et puis on a découvert le charbon, ça chauffait plus, puis on peut l'utiliser en plus grande quantité quand on industrialise. Et puis après, on a utilisé le pétrole, et puis le gaz, etc. Pour le minerai, on va chercher dans la terre, etc. Et on considère que ces stocks sont infinis. Or, le bon sens nous dit qu'il n'y a pas de stock infini.
hein, et que on ne peut pas construire, avoir une croissance infinie dans un monde fini. Donc, on ne peut plus baser notre économie sur une civilisation de stock. Et il faut penser le long terme sur une civilisation de flux, c'est-à-dire quelque chose qui se renouvellerait, mais par une utilisation, je dirais, pertinente, intelligente, une symbiose entre l'être humain et son environnement, et la nature qui est aujourd'hui. Alors, je parle du siècle parce que si on veut faire basculer tout ça pour l'ensemble de notre mode de vie et de production, ça va être très long. Par contre, si on veut sauvegarder la biodiversité, on n'a pas un siècle. Hein. Il y a des choses qu'il va falloir faire sur un délai beaucoup plus court. Voilà. Mais comme je faisais cette conférence il y a quelques jours auprès d'un groupe à Rennes, et un des retours que j'ai eus, ça a été, mais c'est inquiétant, mais c'est dynamisant. Parce que je pense que assez largement, les risques en face desquels on est sont sous-estimés, mais le potentiel de solution est aussi sous-estimé. Hein. Simplement, ça ne va pas se faire sans un coût social nul, et c'est une des choses qu'on verra la prochaine fois. Super. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Alors, vos micros ont été coupés. Si vous avez des questions. Alors, Muriel, je suis en train de. J'ai mis 18h30, mais apparemment, je me suis trompé, tu vois. Oui, c'est le 4 février à 18h. N'écoute pas. 18h, 18h. Ouais. Merci. Alors, je vais essayer de vous rendre le micro. Pardon. Toc. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions en particulier? Ah, Jean-Pierre, vas-y. Jean-Pierre, ouais. Je ne sais pas si c'est le jour. Je me suis posé la question à propos de la pêche. Tu as mis la pression sur les pêcheurs en parlant de surpêche. Oui. Et mon interrogation porte sur les limites des zones de pêche et l'implantation des éoliennes, et notamment dans la baie de Saint-Brieuc, où l'implantation d'éoliennes est en train de détruire les sites où il y a les meilleures coquilles Saint-Jacques qui sont en train de pousser. Et puis du côté d'Oléron aussi, il y a des zones maritimes qui sont très, propices à une bonne pêche. Et donc là, il y a une difficulté que je n'arrive pas à résoudre. Est-ce qu'il faut mettre des éoliennes dans des zones sensibles maritimes? Parce que là, c'est l'homme qui va détruire de lui-même la nature pour des raisons écologiques. Est-ce que c'est le jour d'en parler, ou est-ce que c'est plutôt la semaine prochaine ou la prochaine fois? Non, on peut en parler. Ouais, j'aurais tendance à penser que les éoliennes peuvent en effet avoir une incidence sur le fond et ponctuellement gêner la production de coquilles Saint-Jacques. Mais une fois que les éoliennes seront mises en place, sur le fond, ça ne changera pas grand-chose. Hein? Qu'est-ce qui te permet de dire, parce que dans le fond, il y aura du béton, il y aura des câbles, les coquilles Saint-Jacques seront parties parce que tout ça, ça va demander des années. Qu'est-ce qui te permet de dire que les coquilles Saint-Jacques vont revenir à cet endroit-là? On voit bien que la déforestation, c'est difficile de faire machine arrière. Oui, mais c'est pas. On peut comparer au niveau de la pêche. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait beaucoup plus de dégâts que de mettre des éoliennes ponctuellement. C'est le chalut qui va racler systématiquement le fond de la mer. Hein? Et sauf les coquilles Saint-Jacques où c'est très réglementé en termes de durée, etc. Oui. Alors moi, je suis pas un spécialiste des coquilles Saint-Jacques, hein, oui. Mais je ne crois pas qu'on peut se... Enfin, je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais j'ai assisté à une conférence qui était faite par quelqu'un qui bosse au ministère de la Marine et qui écrit un certain nombre de livres. À un moment, il a demandé, il n'y a pas de journaliste dans la salle,
Il a dit non. Et il a dit, mais la majeure partie des associations anti-éoliennes sont financées par EDF. Et il y a comment dire, l'énergie nucléaire nous donne, non, j'écoute, mais j'ai mal aux yeux. Développe un mythe, c'est le mythe d'une énergie inépuisable. Or, si on avait une énergie inépuisable, ça ne résoudrait qu'une toute petite partie des problèmes. Parce qu'avec l'énergie, on a besoin de matières premières, on a besoin d'un tas de choses. C'est tout le système qu'il faut repenser. Hein. Et il faut, à mon avis, avoir des sources d'énergie très diversifiées. Plus ça sera diversifié, plus on aura de chances de pouvoir avancer. Aujourd'hui, on a une civilisation qui est beaucoup trop supportée par les énergies fossiles. Aujourd'hui, encore 80% des énergies sont d'origine fossile. Et il doit y avoir à peu près 50% qui vient du pétrole. Hein, et on est drogué au pétrole. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Le mode de vie qu'on a acquis et les facilités qu'on a acquis avec une consommation irréfléchie du pétrole, on ne va pas pouvoir le maintenir. Penser qu'on va le maintenir, c'est dramatique parce que il faut utiliser le peu de temps qui nous reste pour réfléchir au monde d'après et pas ponctuellement se focaliser sur telle chose qui ne va pas et essayer de se dire à quoi pourrait ressembler, quelle est la logique de fond qui va être le support de la civilisation de demain. Ok. J'ai vu qu'il y a encore Est-ce qu'il y a d'autres questions?